En près de 30 ans de régime, le président Omar El-Béchir n'a jamais connu une crise de cette ampleur. Bientôt 2 mois de contestation populaire, tout corps de métier confondu, pas d'accalmie, des manifestations qui ont été violemment réprimées par le gouvernement. Pourtant, les protestataires sont toujours là. Avant d'analyser ce mouvement inédit, retour sur les faits avec Théa Bazdarevic. Une foule immense de Soudanais dans la rue, du jamais vu depuis 30 ans. En cause, le prix du pain. Le gouvernement vient de le multiplier par 3. Mais rapidement, les revendications économiques laissent place à une révolte contre le régime autoritaire d'Omar El-Béchir. Le mouvement est durement réprimé par les autorités. Plusieurs dizaines de personnes sont tuées dans des affrontements avec les forces de l'ordre. Des militants et des leaders de l'opposition sont arrêtés. Le 30 décembre, le président soudanais réagit. Il appelle les forces de l'ordre à s'abstenir de recourir à une force excessive. Nous savons que les citoyens font face à des problèmes. Nous sommes conscients de la situation et les autorités travaillent jour et nuit pour les régler. L'objectif n'est pas de tuer la population, mais l'objectif ultime est de maintenir la sécurité et la stabilité des citoyens. Certains observateurs y voient une similitude avec les protestations du printemps arabe. La foule soudanaise scande d'ailleurs des slogans empruntés aux mouvements égyptiens et libyens. Cette colère populaire gronde en réalité depuis bien longtemps. Le pays souffre régulièrement de pénuries de farine et de combustible de gaz. Avec la sécession du Sud en 2011, le Soudan a perdu les 3/4 de ses revenus pétroliers. Résultat, une inflation galopante de 70%. Pour le président soudanais, cette crise économique est la conséquence des sanctions occidentales visant son pays à cause de son implication présumée dans des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre au Darfour. Depuis 2010, le président soudanais est d'ailleurs sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Mais le chef d'État ne semble pas prompt à partir. Un an avant l'élection présidentielle, son parti l'a même désigné unique candidat pour l'élection de 2020. Pour continuer à analyser ce mouvement de contestation inédit au Soudan, Marc Laverne, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Soudan, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous étiez venu sur notre plateau il y a plus d'un mois. La contestation débutait à peine, elle est toujours en place. Et êtes-vous surpris par la ténacité de ce mouvement ? Pas vraiment, dans la mesure où finalement ce mouvement de révolte n'a pas eu de réponse d'une part, et parce que la situation qui avait motivé au départ ce soulèvement n'a pas évolué. C'est-à-dire que les caisses sont vides, la monnaie est complètement dévaluée, les magasins sont vides, le pays ne peut pas importer et il cherche désespérément de l'aide à l'extérieur. Mais si vous voulez, ça n'est pas un mouvement de colère au départ, ça n'est pas un mouvement politique non plus, c'est juste un mouvement qui vise à nourrir les familles. D'autant plus que le Soudan est devenu au fil des décennies un pays très urbanisé. Et on voit que ce sont les jeunes des villes du Soudan central et de la capitale, mais pas seulement, qui se sont révoltés. Et non pas les paysans ou les nomades qui forment le banc et l'arrière-ban de la population du Soudan. Alors beaucoup d'observateurs craignaient une répression féroce du régime qui aurait maté le mouvement. Pourquoi Omar El-Béchir n'a pas opté pour cette stratégie ? Oui, tout à fait. Moi, j'étais un petit peu surpris de voir les commentateurs s'inquiéter, de voir qu'il y avait une quarantaine de victimes dans ce mouvement. Or, le régime de M. Omar El-Béchir, depuis 30 ans, a fait au bas mot 4 millions de morts parmi sa population. Si l'on compte les victimes de la guerre civile au Sud-Soudan qui s'est terminée en 2005, que ça soit la répression du mouvement insurrectionnel au Darfour qui a démarré en 2003 et qui n'est toujours pas terminé, et puis des guerres résiduelles qu'il y a dans toutes les régions périphériques du pays. Donc c'est un régime qui n'a absolument aucun souci de la vie humaine, mais on a vu à l'instant le maréchal Omar El-Béchir demander à ses forces de répression d'être assez modérées. Et je crois que la raison tient au fait que les forces de répression, l'appareil de sécurité et l'armée sont eux-mêmes victimes de la crise économique. Ils ont des familles, ils ont des gens à nourrir, et ils sont les privilégiés du régime, parce que 80% du budget du Soudan va à l'armée et à l'appareil de répression, et c'est comme ça que le régime a pu tenir depuis 30 ans contre la population. Mais là, on a vu que certaines forces hésitaient à réprimer justement, ou même voulaient faire cause commune avec les manifestants. Donc il y a un danger pour le régime de perdre sa base armée, je dirais, qui lui permet de tenir. Alors le président a annoncé des mesures pour développer le milieu rural. Est-ce que vous analysez ces promesses comme une inflexion du régime? Est-ce que c'est la première fois déjà?
Non, je crois que c'est assez opportuniste, mais que ça ne trompe personne. Et c'est pas ça qui va faire arrêter le mouvement. Dans la mesure où des mesures de fond, eh bien, ça serait un changement radical de politique économique. Ce régime est appuyé par des barons du régime, si vous voulez, qui ont accaparé les terres des paysans et qui, du coup, ont fait une agriculture commerciale qui exporte à l'extérieur, mais c'est une fuite des capitaux et les paysans ont été chassés de leurs terres pour rejoindre les villes. Donc, on ne peut pas changer ça du jour au lendemain. Aujourd'hui, il faut des réponses immédiates. Et je pense que la réponse pour le maréchal Omar el-Béchir, c'est plutôt d'aller chercher de l'argent à l'étranger. Mais quand on voit qu'il s'agit dans les promesses d'apporter de l'eau potable ou d'ouvrir des hôpitaux, ça fait quand même 30 ans qu'Omar el-Béchir est au pouvoir. En 30 ans, les besoins primaires des Soudanais n'ont jamais été la priorité ? Non, certainement pas. Encore une fois, la priorité a été donnée d'abord à la guerre contre les rebelles du Sud-Soudan, mais le Sud-Soudan a acquis son indépendance en 2011 et il y avait des ressources pétrolières qui ont été gaspillées aussi en investissements tout à fait somptuaires, des grands hôtels, des belles villas. L'argent a été finalement accaparé par les gens qui sont autour d'Omar el-Béchir et qui l'ont placé dans des banques occidentales. Mais est-ce que le Soudan de 2019 est plus puissant économiquement que le Soudan de 1989, quand Omar el-Béchir est arrivé au pouvoir ? Je ne pense pas, parce qu'à l'époque, il y avait toujours ce qui a plombé, si vous voulez, l'histoire du Soudan depuis son indépendance en 1956, c'est la rébellion du Sud. C'est la rébellion du tiers du pays contre la majorité pour obtenir des droits, simplement des droits civiques. Et le Sud-Soudan a pris son indépendance. Donc, à l'époque, en 1989, il y avait des espoirs de développement économique et social. Et il y avait une sorte d'enthousiasme. Et c'est pour ça que l'armée et Omar el-Béchir sont intervenus. C'est pour empêcher la paix avec les rebelles du Sud. Alors, vous parliez de l'indépendance du Sud-Soudan qui a privé le régime des rentes pétrolières. Quel levier économique reste-t-il au régime d'Omar el-Béchir aujourd'hui? Le Soudan était quand même le plus grand pays d'Afrique, 5 fois et demi la surface de la France, avec une population aujourd'hui de 40 millions d'habitants. Il y a des ressources agro-pastorales qui auraient pu être mises en valeur. Maintenant, le président le propose, mais depuis l'indépendance, ça aurait pu être poursuivi pour valoriser ces ressources qui permettent d'exporter des richesses agricoles. Et puis, il y a beaucoup de ressources minières. Aujourd'hui, il y a une ruée vers l'or au Soudan depuis toute l'Afrique. C'est tout à fait sidérant. Mais cette ressource est là encore mal exploité, puisque l'or n'est pas mis au service du développement, il est juste accaparé par ceux qui arrivent à le récupérer, qui sont des gens proches du régime pour l'essentiel. Et aujourd'hui, qui soutient à l'extérieur le Soudan ? Eh bien, curieusement, beaucoup de pays, d'abord la Russie et la Chine, ça a toujours été le cas parce qu'il y avait des intérêts pétroliers, des intérêts de vente d'armes au Soudan, mais aussi les États-Unis qui, depuis 2 ans, ont levé les sanctions qui s'appliquaient au gouvernement soudanais et étaient en passe de le retirer de la liste des États soutenant le terrorisme. Donc, même l'Europe aujourd'hui essaye de négocier avec Khartoum pour éviter que les jeunes Soudanais ne viennent en masse prendre le bateau pour arriver en Europe, comme c'est le cas aujourd'hui. Rapidement, pensez-vous que cette mobilisation sociale est solide pour faire trembler le régime ? Elle fait trembler le régime, mais elle le fait trembler, au point de le faire tomber. Très rapidement. Je pense plutôt qu'il y aura des tentatives de sortie du régime à l'intérieur en écartant le président éventuellement pour le remplacer par certains de ses camarades. Merci beaucoup Marc Laverne pour toutes vos explications. Nous continuerons bien sûr à suivre les évolutions de la situation soudanais.